La surfréquentation des chemins de randonnée, ce serait pas mal qu'on en parle, non? Je sais que dans ma vidéo précédente, je vous avais dit qu'il y aurait une autre vidéo de rando découverte en Île-de-France. Mais en fait, je ne vais pas avoir le temps de le faire pour les quelques jours qui me restent à passer à Paris avant de partir pendant a priori une dizaine de jours dans la ville où je compte déménager plus tard. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente également. Donc bref, pour une question d'emploi du temps, j'ai dû un petit peu revoir mes plans et je vous propose à la place cette vidéo face caméra filmée dans un parc à Paris, le parc le plus calme possible, sachant qu'on est dans une grande ville avec des gens qui parlent, avec des voitures, plein de choses, donc il y aura sans doute quelques petites perturbations sonores. C'est comme ça. Donc parlons de la surfréquentation des chemins de randonnée. Je pense que vous savez déjà toutes et tous ce qu'est le tourisme de masse, on en parle de plus en plus et celui-ci éveille de plus en plus de questions. Eh bien c'est pareil pour beaucoup de chemins de randonnée, certains font face à une surfréquentation assez préoccupante. Je préfère le dire, mais loin de moi l'idée de faire la morale dans cette vidéo, je ne fais pas la morale. Vraiment, dans aucune de mes vidéos, j'ai le but de faire la morale. Je ne fais que soulever des questionnements, aussi des faits, et si vous vous sentez culpabilisé par quoi que ce soit, demandez-vous pourquoi vous vous sentez comme ça. Mais loin de moi l'idée de viser qui que ce soit et de porter un jugement. Vraiment pas. Je me questionne, c'est tout, et je pense qu'en tant que randonneur, randonneuse ou futur randonneur et randonneuse, il est important de se poser ces questions et d'aborder ce sujet. Ceci étant dit, la surfréquentation des chemins. Alors, comment ça se fait qu'il y ait certains chemins de randonnée plus fréquentés que d'autres? Bon, la plus évidente, c'est que certains sont plus connus que d'autres, tout simplement. Alors pourquoi sont-ils plus connus? Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Évidemment, plus il y aura de contenu par rapport à ces chemins de randonnée, que ce soit des émissions, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des livres, mais également de la publicité faite par les agences touristiques ou bien par les régions, forcément, plus il y aura de contenu sur ces chemins, plus ces chemins vont être connus du grand public et du coup, plus ces chemins vont donner envie d'être connus à leur tour et peut-être de vivre des expériences aussi formidables que celles et ceux qui ont parcouru ces chemins. Selon les politiques menées par certaines régions ont plus de budget que d'autres et mettent plus de budget que d'autres dans la promotion de leur région, de certains chemins, etc. Donc tout ça rentre en compte aussi sur la popularité des chemins. Bien sûr, après, si les chemins sont particulièrement beaux, sont particulièrement intéressants, ça ne fait que renforcer leur popularité, mais je pense que c'est un mélange de plein de choses et évidemment l'avènement des réseaux sociaux et notamment d'Instagram a rendu des lieux, des chemins très très populaire, encore plus populaire que jamais en vérité, et du coup cela entraîne une surfréquentation de ces lieux, de ces chemins. Mais au-delà de cet aspect-là de célébrité des chemins ou non, je pense qu'il peut être aussi très rassurant pour beaucoup de gens, et moi y compris quand j'ai commencé la randonnée itinérante, de parcourir un chemin déjà connu, déjà populaire et déjà pas mal fréquenté, puisque on sait qu'on ne sera pas tout seul, et si on a peur de se perdre ou de se blesser ou éventuellement de faire une mauvaise rencontre, ça peut être rassurant de se dire qu'il y aura d'autres marcheuses, d'autres marcheurs, et qu'on pourra toujours demander de l'aide au besoin, et puis même d'être moins confronté à la solitude, puisqu'il y a toujours des gens qui marchent devant et derrière nous. Il faut aussi savoir que les chemins les plus populaires sont également en général beaucoup plus entretenus et beaucoup mieux entretenus que les chemins très peu fréquentés. Le balisage est plus clair et plus précis souvent, et il y a aussi plus d'infrastructures, puisqu'il se peut que les commerces se développent autour de la fréquentation d'un chemin. Donc évidemment, si un chemin est très très fréquenté, il y aura de plus en plus de commerces, il y aura de plus en plus de gîtes d'étape, d'hôtels, de camping ou que sais-je encore, c'est assez logique. Donc forcément, pour un certain confort, il est plus logique d'aller parcourir un chemin populaire et connu que d'aller marcher sur un chemin obscur. Et puis, de toute façon, j'ai l'impression que l'humain a tendance à se concentrer aux mêmes endroits
Il y aurait plein de raisons à ça et je vais pas les développer en une seule et même vidéo, mais moi je le vois bien, c'est-à-dire que par exemple j'habite à Paris et j'habite pas très loin de Montmartre. Donc Montmartre, je connais, ça fait quasiment 9 ans maintenant que j'habite dans mon appartement actuel et je vois bien qu'en me rendant à Montmartre, qui est pourtant une zone petite avec des toutes petites ruelles, etc., l'immense majorité des touristes et des gens se concentrent aux mêmes endroits. Et tu vas 2 ruelles plus loin, il n'y a presque plus personne. Donc je vois bien que c'est une tendance et c'est pareil pour les chemins de randonnée. Il y a quelque chose qui fait qu'en général on va aux mêmes endroits pour toutes les raisons que j'ai citées avant et puis même, je sais pas, il y a un truc, peut-être un instinct grégaire ou je ne sais quoi, mais beaucoup de gens ont besoin de se sentir entouré, comme cette espèce de truc qu'on peut voir parfois sur la plage. On s'installe sur la plage, il n'y a personne, il y a une grande étendue et puis tu as des gens qui arrivent et qui vont s'installer juste à côté de toi alors que toute la plage est libre, mais il faut qu'ils s'installent juste à côté de toi. Je crois qu'on l'a toutes et tous vécu au moins une fois. Ça paraît incompréhensible, mais pourtant je pense que c'est un comportement qui est assez fréquent. Et j'ai pas forcément toutes les raisons, mais c'est vrai que je le vois, donc peut-être qu'il y a une tendance quand même très commune à se rassembler aux mêmes endroits parce que ça rassure. Parce qu'on se dit, bon bah si tout le monde va là, c'est que ça doit être bien, donc du coup je vais y aller aussi. Là peuvent être les raisons pour lesquelles certains chemins de randonnée sont plus fréquentés que d'autres. Mais alors quel problème ça cause que des chemins de randonnée soient plus fréquentés que d'autres? Ça en pose pas mal. Les plus soulignés et les plus évidents, ce sont les problèmes sur l'environnement, la nature, tout simplement. La nature est endommagée, que ce soit par le piétinement, l'érosion des sols. Lors de mes randonnées itinérantes, il m'est arrivé de discuter avec des locaux qui ont constaté au fur et à mesure des années une dégradation du site pas loin des chemins. Parfois on ne se rend pas compte, mais en quittant des chemins de randonnée, on va piétiner une zone très fragile avec une biodiversité très fragile et on va l'abîmer. Mais si on ne le sait pas, eh bien on continue et donc beaucoup de zones de biodiversité assez fragiles s'en retrouvent également abîmées. Il y a aussi des problèmes d'incendie, de feux de forêt, que ce soit avec un mégot de cigarette jeté négligemment ou des gens qui veulent essayer de faire un feu alors qu'ils ne savent pas correctement faire un feu, sachant qu'en plus on va traverser des années, des étés de plus en plus secs et de plus en plus chauds, donc les risques d'incendie sont de plus en plus grands. Donc beaucoup de sites, comme je le disais, se retrouvent abîmés à cause de cette surfréquentation. Et je pense notamment au Calanque, je pense aux falaises d'Étretat, à la dune du Pilat, je pense à pas mal de zones dans les Alpes, mais il y a encore plein d'autres endroits en France qui ont été abîmés à cause de la surfréquentation. Les endroits peuvent être abîmés aussi par les mauvais comportements de certaines personnes, comme jeter des déchets en pleine nature ou du papier toilette ou des mouchoirs comme ça. Ça, je ne l'ai vu que trop de fois malheureusement, et de prendre la nature pour une décharge publique. Donc évidemment, plus un chemin est fréquenté, plus il y a de chances que ça arrive. Ou même par exemple le fait de cueillir des plantes, ça peut poser problème de les cueillir en masse, ça peut détériorer un milieu, donc c'est aussi une question de mauvais comportement et du coup d'éducation, etc. Une surfréquentation peut aussi du coup créer une mauvaise expérience pour plein de randonneurs et randonneuses, puisque c'est pas agréable de se retrouver sur un chemin avec énormément de gens devant soi, derrière soi, d'avoir des gens qui parlent en permanence et que tu t'imaginais en tant que randonneur, randonneuse ou voire en tant que pèlerin sur les chemins de Compostelle, profiter du silence de la nature et puis en fait il y a plein de gens qui parlent autour de toi, etc. Et encore une fois, c'est pas pour blâmer les gens, on a le droit de parler sur les chemins, mais forcément plus ça va être fréquenté, plus il y a un effet de masse, plus ça va être compliqué. Donc ça peut éventuellement créer une mauvaise expérience. Il peut y avoir également plus assez de place dans certains gîtes d'étape, une surfréquentation des gîtes. De fait, plus il y a de monde, plus il y a de chances, encore une fois, qu'il y ait des mauvais comportements. Mais j'ai pu discuter de ça avec pas mal de gérants de gîtes qui disent qu'ils constatent de plus en plus de mauvais comportements vis-à-vis des réservations de gîtes. Je pense que cette façon de se comporter, c'est popularisé aussi de plus en plus à cause d'Internet et notamment le fait de pouvoir réserver aussi facilement, puis de noter, puis d'avoir des exigences encore plus hautes. De plus en plus de gérants de gîtes ont constaté que, par exemple, des personnes réservent dans un même village plusieurs gîtes d'étape
Donc ils appellent plusieurs gîtes et disent qu'ils ont besoin de lits. Et puis une fois arrivés sur place, ils ont réservé, admettons, je sais pas, dans 3 gîtes différents, puis ils en choisissent un. Et du coup ça laisse 2 gérants de gîtes sur le carreau parce qu'ils attendaient la venue de certains randonneurs qui finalement ne viennent pas. Donc en plus il y a demi-pension, etc. Ils ont prévu trop de nourriture, mais en plus ces personnes qui ont réservé dans plusieurs gîtes différents mais qui en choisissent qu'un seul au final, piquent la place pour d'autres personnes qui auraient pu réserver des lits, mais à qui les gérants des gîtes leur ont dit qu'ils n'avaient plus de place puisque c'était déjà réservé. Donc c'est un vrai problème. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en Espagne, sur le Camino Frances, je pense qu'ils ne prennent plus les réservations et que c'est premier arrivé, premier servi, quoi. Pour éviter ce genre de problème. J'imagine que c'est pour ça. Certains chemins peuvent devenir trop commerciaux. Moi, ça m'avait beaucoup marqué sur le Camino Frances en Espagne. Alors en plus, bon, l'Espagne a une autre politique que la France sur plein de choses, sur le territoire, etc. Mais oh là là, le nombre de publicités, les panneaux publicitaires qui polluent le paysage, c'était beaucoup trop. Puis il y a plein d'endroits, ça perd de leur âme parce que c'est devenu beaucoup trop touristique. Et moi je connais ça très bien à Montmartre, pour revenir à cet exemple-là, ça n'a plus rien d'authentique. Ça fait presque un village carton-pâte qui est devenu juste un appât du gain pour touristes et puis c'est tout. Bon, j'ai parlé des problèmes, mais y a-t-il des solutions? Déjà pour ce qui est des solutions politiques, puisqu'il y en a de plus en plus qui sont prises par différentes régions, différents pays. Il y en a qui pratiquent les quotas de plus en plus, donc il y a une certaine jauge selon les sites, par exemple les calanques, encore une fois. Pendant l'été, certaines zones dans les calanques, il y aura des jauges à ne pas dépasser. Parce qu'il y a trop de risques d'incendie, de piétinement, de plantes rares et fragiles. Et tout ça, c'est pour préserver les sites, c'est pas pour embêter les gens. Donc les calanques font ça, mais il y a d'autres lieux. J'ai retenu qu'il y a eu l'île de Bréa, par exemple, qui fait ça. Les falaises d'Étretat vont s'y mettre, il me semble. On peut même carrément interdire certaines zones le temps qu'elles se régénèrent. Ça a été le cas des grottes de Lascaux. Mais d'ailleurs, elles sont fermées définitivement, les grottes de Lascaux, les originales. Et le site a pu se régénérer, mais parce qu'il y a eu cette décision politique de complètement fermer les grottes parce que ça se dégradait beaucoup trop. Donc ça peut être une solution que certains territoires peuvent envisager, de carrément fermer des zones, qu'elles soient interdites au public le temps qu'elles se régénèrent, et ça peut prendre des décennies parfois. Il peut y avoir aussi d'autres solutions qui sont mises en place, par exemple des navettes obligatoires pour se rendre sur certains sites. Comme ça, il n'y aura pas une surconstruction de parking, donc surbétonisation des sols, trop de voitures, trop d'embouteillages. Je crois que c'est le cas dans pas mal d'endroits, dans les Dolomites notamment. Les Dolomites, c'est une zone dans les Alpes italiennes. Donc ça, ce sont les solutions qui peuvent être trouvées par les politiques régionales, nationales, etc. Et franchement, je ne les critiquerai pas, je les comprends tout à fait. Et il est parfois nécessaire d'en passer par là, parce que parfois on ne peut pas compter sur la responsabilisation de chacune et chacun, malheureusement. Mais soi-même, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de ça? Déjà, je pense qu'il faut, ça va avec notre société de surconsommation d'ailleurs, c'est arrêter de penser le tourisme, voire la randonnée, comme un bien de consommation justement. Il faut arrêter de consommer les lieux. Alors je pense pas que ce soit la philosophie de la majorité des randonneuses et randonneurs, mais en même temps un peu quand même, je pense, parce que encore une fois, plus un endroit ou un chemin devient populaire, plus il y a de risques que ça attire des comportements forcément respectueux. C'est changer notre rapport au tourisme, à la randonnée, aux pratiques des sports outdoor. Parce que je parle des chemins de randonnée, mais il y a aussi des problèmes liés à l'alpinisme, à des sites d'escalade, au vélo, à tout en fait. C'est vraiment, je parle des chemins, je me concentre sur les chemins, mais en vérité ça concerne toutes nos pratiques, tout ça. Il y a aussi une autre solution politique à laquelle je viens de réfléchir et qui rejoindrait comportement individuel et comportement plus politique, mais il est vrai qu'aussi les sites sont surfréquentés souvent à des périodes précises de l'année, et notamment c'est dû aux vacances qui tombent et à un niveau mondial qui sont à peu près au même moment. Les gens partent sur leurs vacances quand ils ne sont pas retraités ou indépendants ou étudiants ou que sais-je. Ça explique que certains sites soient plus fréquentés à certaines périodes que d'autres. Donc il faudrait peut-être repenser aussi à une politique du travail, à mieux répartir les congés et pas à tout concentrer à la même période. Mais bon, alors ça c'est pas moi qui vais apporter la solution miracle dans une vidéo comme ça, mais disons que ça peut être discuté tout ça et repenser à tout ça. Et si jamais soi-même on est dans cette possibilité-là, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde,
mais essayez de partir à des périodes où il y a beaucoup moins de fréquentation, hors saison comme on dit, en basse saison. Quand j'ai visité les Calanques par exemple, moi c'était fin janvier, début février, et là il y avait personne, que des locaux, c'était incroyable. Mais effectivement, je peux me le permettre parce que je suis indépendante et que même tous les jobs que j'ai eu avant me donnaient une certaine liberté. Et c'est toujours ce que j'ai voulu. Donc je sais que pas tout le monde peut se permettre ce genre de flexibilité. Et c'est ok, mais ça peut être une solution. Essayer de désengorger un petit peu et de ne pas partir aux mêmes périodes que tout le monde. Et enfin, la solution qui pour moi me paraît la plus évidente, mais aussi la plus intéressante à un niveau individuel, c'est d'aller explorer ailleurs. Alors, je sais que ça peut faire peur. Peut-être que ça pourrait être un sujet pour une autre vidéo, parce que c'est un sujet assez riche. Mais quand j'ai commencé à muscler mon muscle de l'exploration, si je peux parler comme ça, ça a été petit à petit. Mais c'est sortir des sentiers battus. Encore une fois, c'est de pas forcément aller aux mêmes endroits que tout le monde. J'ai lu que le GR le plus populaire reste le GR20 en Corse. Il y a aussi le GR34 qui fait le tour de la Bretagne, le tour du Mont Blanc qui sont très populaires, le chemin de Compostelle, la voie du Puy évidemment. Et bien sûr, ces chemins sont très tentants parce qu'ils sont superbes. Et en plus, cette espèce de mode de classer les chemins de randonnée, par exemple le GR20 en Corse est classé comme le chemin le plus difficile d'Europe, je crois, ce qui veut pas dire grand chose. Et puis encore une fois, c'est un peu racoleur. Il y a tellement de sites qui répertorient les endroits les plus beaux du monde, les GR les plus beaux du monde, de France et tout ça. Je suis assez contre ce genre de classement. Alors certes, ça peut donner des idées, mais finalement c'est extrêmement subjectif. Puis c'est toujours les mêmes en fait dans les classements. C'est toujours les mêmes GR, c'est toujours les mêmes endroits. Donc tout le monde se copie, ça devient lassant et en fait on connaît que les mêmes endroits, on connaît que les mêmes GR et du coup c'est pour ça aussi qu'on se concentre toujours aux mêmes endroits parce qu'on parle toujours des mêmes zones, tout le temps. Et justement pour moi la vraie exploration qui s'entraîne, c'est de pas se fier à ce genre de site, à ce genre de recommandations, à des guides ou que sais-je. Vouloir aller ailleurs. Il y a des tas et des tas de chemins qui en valent la peine et qui sont beaucoup moins connus. Encore une fois, je ne fais pas la morale. Moi-même j'ai parcouru des chemins très fréquentés. La voie du Puy en France, le Camino Frances en Espagne, le chemin de Stevenson en France également, dans les Cévennes. Même si coup de peau, je ne sais pas, je suis tombée à chaque fois sur des années où la fréquentation était bien moins grande que d'autres années. Je ne sais pas comment ça se fait. Bon, sauf pour le Camino Frances, c'était en 2020, donc là, l'été 2020, évidemment, la fréquentation était en chute libre. Donc c'était génial pour moi en même temps. Mais par exemple, la grande traversée du Jura, très peu fréquentée comparée à d'autres chemins que j'ai parcourus. Parfois, il suffit même de prendre une variante ou un chemin parallèle et d'un seul coup, il n'y a plus personne. C'est ça que j'encourage. C'est vraiment à sortir des sentiers battus, à aller explorer, à s'intéresser à des chemins dont personne ne parle et qui pourtant peuvent être tout à fait intéressants. Mais en tout cas, j'espère que ce sujet vous a intéressé. Si d'ailleurs vous-même vous avez une expérience à partager, des solutions à proposer par rapport à cette surfréquentation des chemins, une réflexion, etc. N'hésitez pas à le partager en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis je pense que ça peut être vraiment enrichissant d'échanger sur ce sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas bien sûr de mettre un pouce en l'air qui me fera toujours plaisir et qui aide pour le référencement de ma chaîne et de cette vidéo en particulier. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ce n'est pas obligé, mais c'est quand même assez sympa de le faire. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'ai également un serveur Discord que vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez. Également, si vous le pouvez et le souhaitez, il est possible de m'aider financièrement sur ma page Patreon pour le contenu que je produis gratuitement sur Internet. Et je remercie déjà celles et ceux qui le font tous les mois, c'est extrêmement important pour moi. Je m'arrête là pour cette vidéo. Normalement, la semaine prochaine, il y aura la grande révélation sur la région au sein de laquelle je souhaite m'installer. Normalement, ça va se passer comme ça. En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo.